Bonjour, il est 18 h, c'est Accès Direct. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour commenter, partager un seul mot-clé Accès Direct. N'hésitez pas. Encore du beau monde ce soir pour m'accompagner. Le commandant du groupe militaire de haute montagne, Jean-Yves Higoninck, sera avec moi dans un instant. Ce laboratoire de l'extrême fête ses 40 ans. 40 ans d'aventure qu'il nous fera partager à grand renfort d'images impressionnantes. J'accueillerai ensuite Catherine Munier qui vient accompagner de quelques idées de lecture bien sympas en cette fin d'année. C'est la librairie imaginaire, chronique régulière sur Accès Direct. Et enfin, comme chaque jeudi, focus sur l'un des médias de notre belle région. Ce soir, je reçois Christina D'Agostin, rédactrice en chef de Carnet d'Art. Le dernier numéro est consacré au thème du bonheur. Un joli thème pour terminer l'année, Pauline. Juste avant les fêtes de Noël. Juste avant les fêtes de Noël. Bon alors, Carnet d'Art, c'est beaucoup de réflexions, de choses comme ça, donc on verra que c'est pas si facile. Le bonheur est pas si simple. Voilà. On commence donc, comme chaque jour, hein, avec les titres du JT. Et une fois n'est pas coutume, ce sont les avocats qui étaient mobilisés aujourd'hui dans la rue. Ils étaient 250 du côté de Chambéry pour manifester contre la fermeture de la cour d'appel de Chambéry. La cour d'appel de Chambéry qui est menacée et qui en fait regroupe 5 barreaux, les barreaux de Haute-Savoie et de Savoie. Donc ils manifestaient aujourd'hui contre cette fermeture et ils ont aussi discuté avec le rapporteur des droits pour pouvoir un petit peu que ça remonte du côté du ministère de la Justice. Donc on fera le point dans le JT. Et puis, on ira faire un petit tour du côté de Sixte Fer à cheval. Oui, tu es allé faire un petit tour hier et c'était ensoleillé et c'était magnifique. La station va ouvrir ses portes. C'est la neige qui fait le bonheur, hein, même des moyennes stations. Et ça fait du bien quand on sait que les 3 dernières saisons ont été compliquées et qu'il n'y avait pas de neige à Noël. Il y aura de la neige cette année à Noël, donc on fera le point dans le JT tout à l'heure. On passe à la revue de presse avec une image impressionnante qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'est du côté de la Clusaz. C'est ça, puisque voilà, il y a eu beaucoup de chutes de neige, donc il y a eu beaucoup de déclenchements d'avalanches. Les risques d'ailleurs d'avalanche restent très importants sur les Alpes. Des déclenchements préventifs sont donc régulièrement faits. Ça a été filmé là du côté de la Clusaz. Je vous propose d'organiser une petite vidéo, puis on commentera après. Joli. Putain. Oh bon. Ah, une belle cassure. Tu es. Catex de l'étal, tir à 5, très positif. On va rentrer. Putain les gars. Rentrez, rentrez. Oh joli. Voilà, donc même les visiteurs secouristes qui étaient sur place sont peut-être fait limite un petit peu surprendre parce que l'avalanche est partie de très haut. Alors c'est une technique du Catex qui a été utilisée pour déclencher cette avalanche préventive. C'est un explosif qui a été transporté sur les pentes de la montagne au moyen d'un câble avant d'être activé. Donc on rappelle tout de même, hein, soyez prudents si vous allez en montagne, le hors-piste. Le manteau neigeux est très instable et si on peut éviter les drames avant Noël et même toute la saison, eh ben, faites très attention. C'est le message aussi. Et puis du côté de la Plagne, on recherche des figurants. Oui, Fanette, si ça t'intéresse. Alors c'est ce samedi 16 décembre, c'est la réalisatrice Joséphine Demeaux et ses équipes qui cherchent des figurants pour le film Le syndrome du moniteur de ski. Donc si vous voulez rêver de passer devant la caméra, bon tu le fais déjà, mais bon devant la dans un autre sur le grand écran comme on dit. Si vous êtes près de la Plagne Edem, alors c'est le moment de saisir sa chance. Hein. Les figurants seront rémunérés. Le tournage commencera le 8 janvier du côté de la Plagne. Alors tous les profils et tous les âges sont les bienvenus. Il faut 2 conditions seulement, venir au casting ce week-end de 10h à 19h avec 2 photos récentes et le numéro de la sécurité sociale et puis vous deviendrez peut-être la future star du cinéma. Non, bah je te tiendrai informé. Oui, tu nous tiens au courant si jamais tu dois poser des congés à partir du 8 janvier. N'hésite pas. On en a parlé hier des frontaliers, on reparle là cette fois-ci des fraudeurs. Voilà. Donc c'est un mystérieux collectif qui s'est créé dans le Chablais. Il s'est mis en tête de faire la chasse aux faux résidents suisses, aux faux résidents secondaires suisses. Alto Fraudeur, donc c'est le nom de ce collectif. Il relève en fait les plaques d'immatriculation helvètes dans des villages du Bas-Chablais qui leur semblent un peu suspectes et il les envoie aux douanes françaises. Nos confrères du Messager ont aussi reçu un courrier de ce collectif avec une liste de 165 plaques d'immatriculation. Alors le service des douanes s'est dit très surpris de la méthode parce qu'en fait c'est de la délation et donc c'est pas vraiment dans les méthodes habituelles de la douane. Et dans la lettre envoyée aux confrères, le collectif entend mettre fin à, je cite, la complaisance, le laxisme et parfois même la complicité de nos maires à l'encontre de ces faux résidents inscrivant leurs enfants dans nos écoles et profitant de toutes nos infrastructures sans
sans en payer l'impôt. Un dossier Ambiance. qui fait débat. En grosse ambiance, oui. Voilà. Donc attention à sa plaque d'immatriculation C'est dans ça. le Pas-de-Calais. Et on continue, on parle soufflerie. Voilà, on l'a déjà évoqué sur 8 Mont Blanc, c'est un site assez incroyable du côté de Modane. Là, c'est un article dans le Figaro de ce jeudi, donc qui nous propose une plongée impressionnante dans la soufflerie de l'Onera. La France est la championne des souffleries aéronautiques et celle de Modane est tout simplement la plus grande du monde. L'air peut y circuler à la vitesse du son, soit 1200 km/h. Elle fait actuellement l'objet d'un sauvetage toujours hors norme, parce qu'en fait, elle menace de s'effondrer en 2015. Sa structure, qui pèse 2 fois le poids de la Tour Eiffel, s'est affaissée. Et donc, 20 millions d'euros ont été débloqués en urgence par l'État pour faire des travaux. Donc là, le chantier est en cours. C'est un chantier forcément qui nécessite des moyens colossaux et des dispositifs très, très particuliers. Pour la petite histoire, le Concorde, la fusée Ariane, le Rafale, ils sont tous passés par Modane pour tester leur capacité. Donc voilà, un article intéressant. Et puis on va mettre aussi en commentaire sur notre page Facebook, sur le live d'Accès Direct, les reportages qu'on avait fait là-bas. Ce serait que c'est un site à voir. C'est impressionnant. Assez impressionnant. Merci. Ouais. À tout à l'heure. Je cherchais la suite. Merci beaucoup, Pauline. On se retrouve tout à l'heure. On passe à l'invité du jour. Je reçois le chef de bataillon Jean-Yves Higoninck. Bonsoir. Vous êtes le commandant, le groupe militaire de haute montagne. C'est l'invité du jour. Oui, bonsoir. Alors, le GMHM a fêté ses 40 ans, puisqu'il a été créé en 1976 à Grenoble. Depuis 40 ans, vous êtes la vitrine de l'armée française sur tous les terrains de montagne. Une vitrine et un laboratoire. Vos missions, c'est d'aller toujours plus loin? Alors effectivement, c'était à la création une vitrine, puisqu'il s'agissait de promouvoir les troupes de montagne et puis d'accroître la pratique de l'alpinisme de haut niveau. Aujourd'hui, on essaie de coller au plus près aux besoins de l'armée de terre, puisqu'on fait tous partie au groupe militaire de haute montagne, on fait partie de l'armée de terre. On fait partie de la brigade d'infanterie de montagne, plus communément appelée chasseurs alpins. Voilà. Donc on va expérimenter aux 4 coins du monde, dans le milieu polaire, dans la haute altitude, le comportement aussi bien de l'homme que du matériel. Voilà. Donc on travaille sur les prises de décision, on travaille sur la partie médicale. Actuellement, on travaille beaucoup sur l'adaptation au froid, puisque c'est un sujet d'actualité. Vous avez vraiment là, alors on en reparlera, mais vous allez là où l'homme n'avait jamais été. Et puis là où les conditions sont les plus extrêmes possibles pour pousser vos capacités à vous, le matériel, etc., dans les conditions les plus difficiles possibles. C'est un des principes, voilà, d'aller dans l'extrême pour pouvoir en tirer les enseignements. Donc là, il y a eu des images sur Darwin, la traversée de la cordillère Darwin. C'est effectivement un lieu où personne n'avait mis les pieds. Donc il y avait tout à inventer pour pouvoir essayer de relever ce défi-là. Donc ça, c'est une traversée de 30 jours que vous avez fait au Chili. Ça n'avait jamais été fait. Le GMHM a pris une ampleur internationale. C'était certainement déjà le cas, mais voilà, ça a vraiment fait exploser votre reconnaissance. C'était en 2011. Qu'est-ce que vous en avez retenu, par exemple, de cette expédition-là ? Alors, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y avait déjà toute la préparation en amont. Voilà. Ce qui a bien marché, c'était une expédition d'exploration. Donc, on élargit le domaine de la montagne. Ça touche beaucoup plus de monde, l'exploration. Et puis, ce qu'on a retiré, c'est surtout une façon de procéder, une façon de procéder en groupe, une façon de prendre des décisions dans les situations à risque, puisqu'on est quand même dans un domaine qui est quand même dangereux. Donc, on a mis un peu un savoir-faire. On parle de savoir-faire et de savoir-être. Donc c'est un peu cette façon de fonctionner en groupe, cette façon de à la fois repousser les limites, puis en même temps s'en fixer, voilà, où mettre le curseur de la prise de risque. Vous êtes une dizaine d'hommes dans ce groupe. Qui est au GMHM? Comment on devient membre du GMHM? Alors le GMHM, donc, je vais parler, on fait partie de l'armée de terre. On trouve des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang. Dès sa création, le GMHM a incorporé des appelés. Un des plus connus, c'était Christophe Profit, qui a fait son service militaire au GMHM dans les années 80. Et aujourd'hui, on peut rentrer donc directement du civil
Pour les jeunes, ils arrivent directement du civil, ils s'engagent à l'armée au titre du GMHM. Donc nous, on les recrute sur le niveau de pratique et puis aussi sur le potentiel à s'intégrer dans un groupe. L'alpinisme, c'est quand même un sport un peu individuel et il faut s'intégrer dans un groupe de 10 personnes. Donc on regarde leur capacité à s'intégrer et puis on regarde aussi ce qu'ils peuvent amener en plus du groupe. Voilà. Souvent, la différence permet de faire une complémentarité et cette complémentarité devient une force. Alors cette force, justement, ce lien que vous avez entre tous les membres du GMHM, il en a notamment été question dans ce livre-là, c'est le dernier qui est sorti il y a 1 an. Vous revenez sur la disparition de 2 de vos membres, sur comment on fait après, parce que forcément, je suppose que quand on partage des aventures comme celle-ci, il y a des liens assez incroyables qui se créent. Voilà, c'est vraiment le point de départ. En 2003, ça se passe au Shishapangma, c'est un sommet de 8000 mètres qui est au Tibet. 2 des piliers du groupe décèdent. Donc il y a eu bien sûr des honneurs nationaux derrière. Et après, le chef du groupe, de ce moment-là, a dû reconstruire. Il était seul dans son bureau, avec juste plus que 3 membres du groupe autour de lui. Il dit voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment on reconstruit? Et en 2013, donc 10 ans plus tard, le GMHM reconstruit, se retrouve au pied du Shishapangma. Pour aller sur le même sommet. Les conditions météo ne sont pas bonnes, donc font demi-tour. 2014, retour sur ce sommet, et les 4 membres des cordées arrivent au sommet, j'allais dire presque tranquillement, dans une technique qu'on appelle alpine, donc sans corde fixe, sans oxygène, plus sans léger, porteur, disons. Voilà, complètement léger. Et puis ils redescendent avec dans leurs yeux, il y avait une force, il y avait quelque chose, il y avait une maturité. Et on a voulu raconter cette construction du groupe, dans quel état d'esprit il est actuellement. Et dans cette construction, effectivement, il y a eu Darwin, qui a été un élément déclencheur, on en a parlé. Il y a eu après le Kamet. Le Kamet, c'est une montagne qui ne vous parle peut-être pas, mais pour le GMHM, ça a été l'obtention d'un piolet d'or, donc une belle reconnaissance. Et après, le Shishapangma, avec cette première sur un 8000 en technique alpine. Voilà, donc on a voulu raconter tout ça, mais pas sous le volet de l'exploit, sous le volet de l'humain, du fonctionnement un peu intime, si je peux dire, de ce groupe. Il y a beaucoup de photos, de vidéos qui ont été faites de vos différentes expéditions, aventures en 40 ans. Votre mission, elle est aussi de porter l'image de l'armée française partout dans le monde. Il y a un équivalent ailleurs dans le monde. Est-ce que chaque armée a son GMHM? Alors, non, on est vraiment quasiment unique. Il y a des petites structures, notamment dans les pays de l'arc alpin, je pense en Italie, en Suisse, ils sont tous plus ou moins militaires, pourquoi pas. Voilà. Mais ce que je voudrais revenir, c'est, oui, il y a ce côté rayonnement. On l'a vu avec Darwin, ça a été international, puisqu'il y a même des sites au Japon ou en Chine qui ont repris l'exploit. Mais aujourd'hui, une des activités principales du groupe, c'est de transmettre cet enseignement, transmettre toute cette connaissance. Si on la garde pour nous, ça ne sert à rien. On la transmet et en priorité au commando montagne de la division alpine et on les transmet sur le terrain. Donc les chasseurs alpins d'aujourd'hui utilisent des méthodes qui ont été testées, approuvées par le GMHM dans des conditions extrêmes. Complètement. Et c'est vrai aussi dans le volet médical, j'ai vu notamment que vous travaillez sur la télémédecine pour apprendre à se soigner à distance, parce que je suppose qu'au milieu de rien, il n'y a pas de médecin. Alors, des fois, on peut emmener un médecin avec nous. Voilà. Des fois, ce n'est pas possible. Donc, il faut faire autrement. Donc, effectivement, la télémédecine, où on est capable de prendre plein d'informations, de les envoyer par téléphone satellite à l'autre bout en France, et d'avoir un retour médical. Il y a ce côté-là. Et puis, récemment, depuis 2 ans, ça se met en place. On fait de la recherche avec donc le service de santé des armées. Ça s'appelle l'Institut de recherche biomédicale des armées, sur l'adaptation, le comportement de l'homme au froid. Voilà, on essaie de faire évoluer le pactage du chasseur alpin pour pouvoir se déplacer, survivre en milieu polaire, puisque ce sont malgré tout des enjeux stratégiques dans les décennies à venir. Elles ont évolué, les missions, en 40 ans? Oui, elles ont évolué. Elles se sont adaptées en permanence à l'évolution. Alors, il y a la partie alpinisme. Tout à l'heure, je parlais d'un style alpin, un style léger. Au début, c'était du style Himalaya, avec des porteurs, des camps d'altitude. Donc la partie alpinisme a évolué. Et la partie militaire,
au profit des troupes a aussi évolué. On essaie tout le temps d'être collé aux besoins. Et tout à l'heure, on a parlé de laboratoire. C'est voilà, je ne vais pas en parler là. On est en train de mettre en place des moyens, des déplacements ou des façons de faire qui peut-être serviront, je ne sais pas, dans 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Voilà. C'est un peu le principe d'un laboratoire de recherche. On ne sait pas toujours ce qu'on fait quand je dis à quoi ça peut servir. Votre prochain défi, votre prochaine aventure? Alors le départ, il est bientôt, là, c'est le 6 janvier. On part en Antarctique, dans une région où on a très peu d'informations. Seuls quelques géologues ont mis les pieds sur ce massif, pas d'alpinistes. Donc on va à la fois découvrir. Donc là, il y aura des choix tactiques, des choix d'objectifs importants à faire. On va se confronter au milieu polaire. Voilà. Et puis aussi, on a aussi mis au point faire évoluer un petit peu notre matériel, puisqu'on développe depuis peu d'autres moyens de se déplacer en zone polaire, qui est le snowkite. Voilà. D'accord. Donc avec le vent. Avec le vent, voilà, une aile de traction. D'accord. Utiliser le vent. C'est le principe de tout soldat. Il y a d'utiliser le terrain, soit on l'a à notre profit, soit on l'a contre nous. Voilà, donc le vent, c'est l'utiliser à notre profit. Le vent, vaut mieux l'avoir de son côté. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On prendra de vos nouvelles, du coup, dans cette nouvelle aventure. Je vous rends ça, donc je rappelle, Frères d'altitude, en ce moment on est dans les idées cadeaux, pourquoi pas. Une belle histoire humaine, une belle aventure humaine. Merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Voilà. On va rester dans les livres. Je reçois Catherine Minier de la librairie Imaginaire sur ce canapé. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez concocté une petite sélection de livres à offrir aux autres ou à soi, parce qu'on... Quelques idées variées pour des cadeaux de Noël, puisque c'est toujours un cadeau qui fait super plaisir. Voilà. Alors, on va commencer avec 3 jours chez ma tante d'Yves Ravet. Alors, c'est une histoire de famille, d'argent un peu, mais en tout cas, il y a du suspense. Il y a du suspense, il y a un suspense qui monte à chaque page. C'est vraiment là toute la qualité de l'auteur qui est extraordinaire. En gros, l'histoire, c'est l'histoire de Marcello, qui est un homme d'une quarantaine d'années et qui vit depuis plus de 20 ans en Afrique, où il a installé une école pour les réfugiés. Ça semble être un brave homme. Donc. Et un jour, cet homme est appelé par sa tante, qui est une vieille dame, Vicky, et qui lui signifie qu'il faut qu'il vienne immédiatement parce qu'elle a l'intention de le rayer de son testament et d'annuler le don qu'elle lui fait chaque mois d'une somme qui lui permet de vivre. Ça ne tombe pas tellement au bon moment parce qu'en même temps, dans son école, il doit avoir la visite du Haut Commissariat aux réfugiés qui veut aussi lui supprimer ses subventions. Donc ça ne va pas fort pour Marcello. Ça ne va pas très fort. Mais voilà, quand il va arriver, qu'il va commencer à discuter avec sa tante, on va peut-être apprendre certaines choses. Il n'est peut-être pas en Afrique que pour un but humanitaire. Il avait peut-être plutôt besoin de fuir un peu la France et des affaires un peu louches. Et puis comme ça, je ne vais pas raconter, parce que c'est vraiment un roman très court. Une intrigue qui monte, une grande ambiguïté des personnages. Ça, c'est vraiment la patte de l'auteur. C'est magique. C'est un livre ironique, humour noir. C'est un petit régal. Eh ben, un petit régal. Donc, 3 jours chez ma tante d'Yves Ravet. Aux éditions Minuit. Ensuite, La forteresse impossible. Donc là, c'est une plongée dans les années 80. C'est un roman, oui, très, un peu nostalgique pour ceux qui ont connu les tout débuts de l'informatique à la maison. C'est vraiment les tout débuts. C'est l'histoire de trois adolescents qui sont un petit peu menés par Billy, qui est un jeune adolescent qui est laissé un peu seul parce que sa mère l'élève tout seul et il travaille tout le temps, le jour, la nuit. Donc il a un peu la maison pour lui tout seul et il en profite pour recevoir ses copains. Et il passe leur soirée à regarder des feuilletons à la télé, à jouer au Monopoly et puis au strip poker, qui est un jeu que Billy vient juste de programmer sur son ordinateur. Alors c'est les tout débuts de la programmation, c'est la programmation binaire avec des 0 et des 1. Alors on imagine la patience qu'il faut. Et pour suggérer les formes, il fait beaucoup de recherches pour faire des petites virgules, avec voilà, les formes féminines avec des petites virgules, des parenthèses, enfin, c'est très drôle. Et puis surtout, ces 3 ados, ils sont en quête. Ils sont en quête parce qu'ils ont une pop star, ils ont une vedette de télévision qu'ils adorent, qui est une présentatrice.
et ils apprennent qu'elle pose dans le dernier numéro de Playboy. Mais aux États-Unis, on ne rigole pas avec la littérature érotique. Elle est totalement interdite à la vente aux mineurs. Et eux, ce sont des ados, ils ont 14-15 ans. Et ils vont essayer tous les stratagèmes possibles pour obtenir ce Playboy. Mais ils vont plutôt se faire arnaquer assez souvent, jusqu'à avoir l'idée d'un plan génial, mais qui nécessite l'aide de la fille du papetier, qui est une jeune fille au physique un peu ingrat. Et c'est notre Billy qui va se trouver voilà. Responsable de cette jeune femme. Voilà, mais les choses vont tourner de manière totalement différente de ce qu'il pouvait imaginer. C'est un roman vraiment qu'on lit avec le sourire. C'est très sympa. Et puis ça peut être une idée de cadeau pour les ados qui disent qu'ils n'aiment pas trop lire, mais là, avec ça, je suis sûre qu'ils vont... Ça va les réconcilier. Ils vont craquer, et puis ils vont connaître les débuts de l'informatique, quand il ne suffisait pas d'appuyer sur la tablette, là. Donc, intéressant pour les ados, entre autres. Entre autres, mais pour tout le monde. Vraiment, c'est un livre qui a un succès énorme. Il a une couverture très sympa. C'est ça qui attire. On passe à Jeu blanc, dans un autre style. Très différent. Là, alors là, c'est le parcours d'un jeune Amérindien. Alors, je ne connaissais pas l'auteur, donc je ne vais pas écorcher son nom. Richard Wagamez. Voilà, il y a de l'auteur dans cette histoire. C'est beaucoup inspiré de son enfance. Et là, cet auteur est mort en début d'année, en début 2017. C'est effectivement un Amérindien et il raconte son enfance. C'est un livre vraiment émotion, c'est pratiquement on pleure à chaque page, mais c'est un livre d'une beauté rarissime. Richard Waganez, alors dans le livre il s'appelle Saul Horse Indian, c'est son nom d'Indien. Il est de la tribu des Ojibwe, c'est ça. Hein. Ojibwe, oui. Et c'est dans les années 50, il est né dans les années 50. Et sa tribu avait l'habitude, tous les printemps-été, de reconstituer les tribus, de vivre dans la nature, au rythme de la nature. Et cette année-là, son frère aîné va mourir, et sa mère, qui a déjà été un petit peu... influencée par les prêtres, etc., veut à tout prix enterrer religieusement son fils. Son père, sa mère et le frère donc, vont partir pour la ville et Saul reste tout seul avec sa grand-mère. Il reste tout seul parce qu'ils pensent tous les deux que les parents vont revenir et qu'ils vont repartir comme d'habitude tous ensemble. Mais personne ne revient. Il se retrouve vraiment tout seul et l'hiver arrive, un hiver très rigoureux. Et là, au Canada. Au Canada, on est dans le nord du Canada. Et cette année-là, c'était encore plus rigoureux que d'habitude. Et la grand-mère décide d'amener Saul dans une petite ville qu'elle pense pas trop loin, mais elle ne sait pas exactement le chemin. J'ai oublié de dire que la grand-mère était chamane et qu'elle avait transmis ses dons à Saul aussi. Et ils vont quand même arriver au bout d'un périple vraiment terrible dans le froid. Il faut le lire sous la couette. Hein, dans cette petite ville, mais hélas, trop tard, la grand-mère meurt dans les bras de Saul. Et Saul va être récupéré par le gouvernement canadien, qui n'a de cesse de vouloir, comment on peut dire, éduquer les Indiens pour qu'ils perdent totalement leur langue, leurs coutumes, leurs traditions. Il va être conduit dans un pensionnat qui est plutôt une prison où... Et là, ça va être terrible. Sauf qu'un jour, il va découvrir le hockey et qu'il va se révéler un très, très brillant joueur. Mais on ne le laissera pas jouer longtemps parce qu'on lui dit qu'un jeu de blanc est fait pour les blancs. Donc, triste, mais magnifique. Magnifique, avec une symbiose avec la nature. C'est un livre vraiment très beau. Et puis émouvant, une très belle émotion. Très, très belle. Et puis, pour finir, Feu follet de Patricia Mello. Alors, ça commence avec la mort d'un acteur sur scène. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, exactement. Parce qu'il meurt en se tirant un coup de pistolet. Mais c'est dans son rôle, puisque c'est l'histoire d'un acteur qui doit se suicider, mais là c'est tellement bien fait, tellement réaliste que même les spectateurs du premier rang reçoivent des morceaux de cervelle. Bon, c'est le seul moment gore vraiment, mais c'est même pas gore, hein, c'est drôle. Hein. C'est un roman policier. Alors j'ai voulu changer un peu parce que c'est la grande mode des policiers scandinaves et celui-ci me plaît parce qu'il est au Brésil. Alors c'est donc pas... ça m'a envie un peu de chaleur. Voilà, de chaleur, là ça change de Waganez. Mais par contre, c'est pas le Brésil des belles plages et du carnaval, c'est le Brésil de Sao Paulo qui est une ville immense. Je crois qu'il y a plus de 17 millions d'habitants. C'est une mégalopole avec une violence
exceptionnel et surtout avec très peu de réussite pour la police. Il y a 5% des délits qui sont punis. C'est vraiment très, très minable. Et notre héroïne, qui est la responsable de la police scientifique, Azucena, est bien empêtrée parce qu'elle doit se démêler avec sa hiérarchie qui veut des résultats, avec ses collègues qui n'apprécient pas du tout qu'une femme les dirige, évidemment, avec sa famille qui est très pesante, avec son mari qu'elle vient de surprendre dans son lit avec sa petite sœur. Donc un moment simple voilà, de sa vie. Voilà, un moment très simple. Et elle doit résoudre ce crime. Mais comme je vous ai dit, il y a tellement d'affaires qui ne sont pas résolues. Pour ses chefs, dire que c'est un suicide, ça va très bien, parce que comme ça, ça fait une affaire classée. Mais elle sait que ce n'est pas du tout ça, et elle va être embarquée dans des tas de pistes, des fausses pistes, avec des personnages très, très drôles, enfin, tellement exagérés, tellement exubérants dans ce milieu artistique. C'est un très bon moment de lecture, un bon suspense. Eh ben, c'est parfait. 4 bonnes idées. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Pour ces 4 récits à glisser sous le sapin. Ah oui, ça fera vraiment plaisir. À mettre sur son canapé. Voilà, exactement. pour passer des bonnes vacances. Merci beaucoup. Et puis à bientôt pour d'autres bonnes idées. On reste dans la lecture. Je reçois Christina D'Agostin. Bonsoir. Bonsoir Fanette. Rédactrice en chef de Carnet d'art. Alors ce numéro 10, il est consacré au bonheur après la folie, et puis il y avait eu avant la beauté. Pourquoi le bonheur ? Le bonheur, c'est une thématique qu'on avait décidé pour fêter nos 5 ans d'existence et notre 10e numéro. Pour nous, c'est un certain cap qui a été franchi, je dirais. Donc un moment de bonheur, ce cap. Un moment de bonheur, oui. C'est vrai qu'on a commencé à bien fêter la sortie et je pense qu'on continuera à la fêter jusqu'aux fêtes de fin d'année. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Carnet d'art, bien que tu es déjà venu plusieurs fois en parler sur notre plateau, c'est un petit peu un objet littéraire non identifié, semi-magazine, mi-revue. Voilà, il y a plein de choses. Qu'est-ce que c'est Carnet d'art ? C'est un culturel gratuit distribué sur Savoie-Mont-Blanc, disponible sur abonnement et qui est le fruit d'un gros travail d'une équipe de rédaction qui regroupe 30 à 40 personnes sur chaque numéro. Et malgré son format un peu de bonne facture, bien présenté, on dit souvent que notre lectorat a une tendance élitiste. Donc je tiens peut-être aujourd'hui à faire un gros démenti parce que notre lectorat se situe là où on est distribué, dans des théâtres, des cafés, des librairies. Voilà, on peut le trouver dans des endroits très très variés, donc notre lectorat est aussi multiple. Alors ce qui est sympa, c'est que c'est écrit par... alors il y a quelques journalistes, écrivains, etc. Mais il y a aussi des étudiants, là voilà, on voit cinéphiles, etc. Il y a vraiment un horizon très large dans les personnes qui collaborent avec Carnet d'art. Donc là, par exemple, sur le bonheur, c'est une réflexion très large sur ce thème-là. Oui, ce sont toujours des personnes qui sont spécialistes dans leur discipline. Là, on voit l'article d'Alain Laplante, qui est un cinéphile. Il peut vous parler de cinéma pendant des heures et des heures. C'est une bible du cinéma. On a une bible du spectacle vivant, on a une musicologue et des auteurs qui se torturent un peu plus l'esprit pour écrire. Mais notre équipe est... Voilà. Un autre exemple avec un doctorant en sciences du langage et qui, lui, sur son article, s'est attaqué à un peu la quantification de notre bonheur. À travers les j'aime sur les réseaux sociaux, Est-ce qu'on n'y prête pas souvent attention justement à ça, comment quantifier notre forme de succès auprès du public? J'ai 50 j'aime, c'est bon. Tout est gagné. Justement, Carnet d'art, l'idée c'est aussi de faire réfléchir sur des thèmes, alors on l'a dit, il y a eu plein de choses, il y a eu la liberté, la beauté, la folie. L'idée c'est de réfléchir
C'est d'inciter à réfléchir? D'inciter à réfléchir autour d'une thématique, à se poser des questions. Après, c'est toujours aussi offrir un espace d'expression et une tribune de parole à ces personnes qui sont spécialistes dans leur discipline. Et après, d'inciter tout à chacun à s'interroger sur son propre bonheur. Où est-ce qu'on place notre curseur du bonheur? Est-ce qu'il est dans une quête d'idéal? Est-ce qu'on va atteindre un jour le nirvana? Est-ce qu'on se contente de petits plaisirs éphémères, nos bonnes heures du quotidien? D'ailleurs, sur la dernière de couverture, le bonheur, cette provocation. Voilà, c'est bien choisi. Il y a aussi une galerie de portraits à chaque fois. Donc là, on a Amélie Lécrion, Barthabas. On a aussi un cinéaste dont j'ai perdu le nom, que je vais retrouver, Damien Ounnouri. Barthabas, on va en reparler, je suppose, parce qu'il y a aussi le site internet sur Carnet d'Art où vous proposez plein de bonnes... des rendez-vous culturels sympas. Barthabas, on va en reparler. Oui, je pense qu'on va en reparler dans les mois à venir. Parce qu'il sera donc entre Annecy et Chambéry pour son spectacle Ex Anima. Une belle rencontre, parce que c'est un homme particulier. Barthabas, c'était sympa de l'avoir en fait, l'interview de Barthabas s'est faite dans sa maison, enfin chez lui au fort d'Aubervilliers. Et c'est un peu comme quand on va à la cartoucherie avec Ariane Mouchkine, on est dans un espace totalement singulier et où on perd un peu la notion du temps. Et après, on retourne en ville, et d'autant plus à Paris. On se reconnecte. Voilà. Il y a aussi les rendez-vous en fin de carnet d'art. Nos fameuses prescriptions les culturelles. Prescriptions, alors est-ce que, parce que ça peut être aussi une idée de cadeau, puisqu'on est dans les idées de cadeaux en ce moment, est-ce que toi, ta prescription du moment? Les prescriptions culturelles, j'aurais tendance à dire le prochain spectacle de François Chéniaud et de Nino Lenné qui aura lieu début janvier, fin janvier, début février à Bonlieu. Romance Inciertos, un autre Orlando. Ce spectacle est assez magique et moi, il m'a vraiment époustouflée quand j'ai pu le voir à Genève en début de saison. Et peut-être un autre conseil aussi sur à un endroit du début, de Germaine Acconi qui aura lieu, lui, à l'espace Malraux à Chambéry. Et là aussi, c'est une très très grande dame de la danse contemporaine africaine. Peut-être méconnue du grand public, mais ça vaut le coup. Gros coup de cœur. Ouais. Qu'est-ce que vous nous concoctez pour le numéro 11? Le numéro 11, ce sera l'héritage. L'héritage. Eh ben, on a hâte de voir ça. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, je rappelle, Carnet d'Art, donc il est distribué gratuitement dans pas mal de... Voilà, il y a environ 80 points de distribution entre les agglomérations d'Annecy, Aix-les-Bains, Champéry, un peu sur Genève, Lyon, un peu partout en France avec notre équipe de rédaction. Et aussi l'abonnement, qui est une autre idée cadeau. Comme ça, si quelqu'un est loin de la région. Voilà. Et puis, il y a évidemment le site internet qui est actualisé avec des petites choses régulièrement. Merci beaucoup, Christina, d'être venue sur le plateau. Alors, je te laisse faire une petite place à Pauline qui nous rejoint pour le rappel des titres. Et on commence avec une mobilisation un petit peu atypique, si on peut dire, celle des avocats. Oui, ils étaient 250 ce matin devant la cour d'appel de Chambéry. Ils appelaient à manifester pour le maintien de cette cour d'appel qui est pour le moment en danger et qui regroupe 5 barreaux. Ils ont interpellé Jacques Toubon, le défenseur des droits et ancien garde des Sceaux, pour que ça remonte à la ministre de la Justice actuelle. Donc ils sont mobilisés, ils seront prêts à tout pour conserver cette cour d'appel. Et puis, un petit tour en montagne. Oui, parce qu'il neige, donc on en parle, ça fait du bien de voir de la neige au mois de décembre. Donc la station de Six Fer à Cheval sera ouverte ce week-end et aussi pour les vacances de Noël. Donc tu es allé faire un petit tour du côté de Six Fer à Cheval à découvrir dans le JT tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup Pauline. On va te laisser la place pour le JT. Juste le temps pour moi de vous donner le programme de Accès Direct de demain, le petit dernier de la semaine. Demain, je reçois Albert Félissaz, je pense qu'on prononce le Z, le créateur des fixations Made in Haute-Savoie Plume. Isabelle, d'une boutique bien sympathique à découvrir à Annecy, la Renarde apprivoisée. Et enfin Camille, pour ses bons plans du week-end depuis le marché de Noël de Chambéry, je crois. Donc il faudra vérifier en regardant Accès Direct demain. Passez une très belle soirée. Merci à toute l'équipe.